À Mâcon, Jacques Perret et son associé Michel Blessot s'apprêtent à ouvrir leur boutique de disques Professeur Gégène. Au-dessus de leur commerce, un studio célibataire, Vince vivra là. La rue du Four lui plaît. Il en apprécie l'ambiance industrieuse. Ses bars, ses échoppes d'artisans bruissent d'activité, tandis que Vince travaille au magasin. C'est un type qui avait quand même une grande culture musicale et puis qui avait le sens du dialogue, donc il était capable d'expliquer aux gens pourquoi tel disque de jazz était fait comme ça ou pourquoi Brassens chantait comme ça. Ça, tout à fait. Et puis il passait également beaucoup de temps avec des gens qui venaient le voir à discuter. Les gens l'invitaient parce qu'il était très souvent invité en fin de compte chez les gens voulaient faire sa connaissance. Et il passait une bonne partie de sa journée également avec ses copains dans un bistrot juste en face. Il buvait beaucoup. Il buvait beaucoup. Il buvait beaucoup parce que c'était une habitude, parce qu'il avait du temps à perdre. Et c'était aussi, il buvait beaucoup, notamment le matin, café ou vin blanc pour compenser, c'est beaucoup de reggae. Et c'était pour compenser, en fin de compte, il a fait un peu une cure. Pendant 3 mois, ça a été un peu assez brave. Il se levait même à 5 h du matin pour aller boire son café et son petit vin blanc en gare de Mâcon. Et il a eu envie de rester. Alors, on avait fait un spectacle déjà pour prouver aux Mâconnais que c'était bien le véritable Vince Taylor, car les gens n'y croyaient pas. Alors, il aimait beaucoup répondre aux défis, c'était un homme de défi. On avait donné un spectacle à Corne-Orange, les gens étaient tous venus, la salle était comble, ils s'étaient aperçus que c'était le vrai Vince Taylor, et déjà là, ça nous donnait envie de rechanter. Pourtant, lui, il n'y croyait plus à Vince Taylor. Il n'y croyait plus. Et le jour où il m'a proposé, donc c'était en août 77, de rester à Mâcon et de travailler ensemble, c'était son initiative, et il m'a dit, avant de signer, il faut que tu saches une chose, Vince Taylor n'existe plus depuis 1964. Donc depuis le moment où ce qu'on appelle le show business l'a vraiment laissé tomber, mais c'est surtout tous ses amis qui l'ont laissé tomber. Alors il m'a dit, bah, écoute, moi j'ai envie de rester, quand tu le voudras, j'aurai Vince Taylor pour toi, tu me préviens 2 jours à l'avance, 2-3 jours à l'avance, on va faire un gala, on partage, c'était 50-50, c'est lui qui l'avait proposé également bien entendu, on partage tout, il me disait on partage tout, on partage la table, on partage même les filles, on partage tout ce que tu veux, et je reste à Mâcon, et puis voilà. L'argent, il s'en foutait complètement, mais lorsqu'il avait de l'argent, d'ailleurs, c'est un petit peu aussi, c'était problématique, parce que lorsqu'il gagnait de l'argent, notamment lorsqu'il faisait, au début, il faisait des galas à l'extérieur, mais nous, je ne m'en occupais pas pendant les 3 premiers mois. Et lorsqu'il rentrait, son argent, il le gaspillait, enfin gaspillait entre guillemets, en 24 heures, il faisait des cadeaux à tout le monde. Trop gentil, j'ai des cadeaux. Combien vous a coûté cette aventure, Vince Taylor? Oh, bah, moi, 18 millions de centimes. Votre magasin? Le magasin, ça m'a coûté parce que j'étais donc associé avec un ami et j'ai négligé le magasin pour m'occuper de Vince. Et voilà quoi, en fin de compte, alors effectivement le magasin et une fiancée. 7 ans de fiançailles, boum, rappelé. Vince Taylor et Jacques Perret rompent leur contrat en mai 1978. Jacques n'est pas amer. Il a vécu près de Vince plus concrètement sa passion pour le rock'n'roll. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est compliqué. C'est compliqué parce que je comprends que ce type soit amer et c'est un document qui date de 1979. Et je comprends qu'il soit amer. Ça lui a coûté 18 millions de centimes, ça lui a coûté ses fiançailles. Ça lui a coûté son magasin, de s'occuper de Vince Taylor. Je sais que c'est pas marrant. Je sais que c'est absolument pas marrant de gérer des problématiques comme nous. Je dis nous parce que je m'y inclus dedans. J'ai toujours eu conscience de mon alcoolisme, je ne m'en suis jamais caché depuis 1991, date à laquelle je suis devenu dépendant. Et ironie du sort, 1991, c'est l'année à laquelle Monsieur Vince Taylor est décédé.
avec la mort de Jerry Lee Lewis à 87 ans, alors qu'on espérait tous qu'il finirait jusqu'à 92 ans comme Chuck Berry, comme tant d'autres. Ouais, comme tant d'autres, parce que faut pas croire, hein, c'est pas le seul Chuck Berry à être décédé à 92 ans. On a Monsieur Charles Aznavour, on a Monsieur Michel Galabru, on a Madame Annie Cordy, et je pourrais en citer plein. Il y en a encore, mais il faut chercher. Peut-être trouverez-vous à ma place, d'ailleurs. Je suppose aussi que Little Richard était un peu plus âgé. Et c'est dommage, après tout ce qu'avait traversé Jerry Lee Lewis. Si vous voulez, c'est un peu comme mon amie Charlotte Valandré. Après tout ce qu'elle avait traversé, c'est dommage qu'à 53 ans, le cœur lâche, alors qu'elle avait traversé 37 années de combat, de douleur, Mais pour revenir à Vince Taylor et le fait que j'avoue mon alcoolisme, enfin je l'avoue, ça fait des années que je dis que je suis dépendant depuis 91, ça fait... c'est comme je reconnais mon alcoolisme depuis très jeune, je sais pas, ça doit faire depuis 1995, 96, j'ai pris conscience très tôt que j'étais alcoolique, très tôt, parce que j'ai fait le test. Forcément la main ne tremblera pas là, vous ne verrez pas la main trembler. Vous ne pourrez pas la voir trembler puisque j'ai quasiment fini la bouteille de vin et que j'ai commencé à boire la première bière, il était à peine 8 h du matin. Mais si ce n'est pas le cas, vous allez voir une main qui approximativement fait ça. Ça me fait sourire parce que finalement je vais finir comme mes grandes idoles, mes grands modèles. Si je n'aime pas les idoles. Si, j'en ai une. Si, enfin j'ai deux idoles. Agnès Chauveau, tout le monde le sait, directrice de l'INA, mais surtout Laura Adler. Madame Laura Adler. Lady Laura Adler est une idole. C'est une idole, je peux le dire haut et fort. Lady Laura Adler est mon idole du journalisme féminin et masculin réuni, parce qu'il n'y a pas de différence à faire. C'est pas parce que c'est une femme que le journalisme change de profession. Le journalisme est le même. Alors, en réunifiant Yves Mourouzi, Philippe Manœuvre, Frédéric Hubert, Dominique Farran, je peux en citer encore quelques-uns, mais bon, on n'est peut-être pas là pour ça. Eh bien, en réunifiant tous ces hommes, Laura Adler, c'est mon idole du journalisme féminin, au même titre que Yves Mourouzi est aussi la mienne et que Philippe Manœuvre est la mienne. Après, ce n'est que de l'admiration. Voilà, Frédéric Hubert, Dominique Farran, ce n'est que de l'admiration. Au stade de Philippe Manœuvre, de Yves Mourouzi et de Laura Adler, c'est de l'adoration pure et simple que j'ose avouer, je n'ai pas honte à dire, j'idolâtre. Mais j'ai mes raisons. J'ai mes raisons qui sont prouvables. Ce sont des êtres à part, extraordinaires, et n'ayons pas peur des termes de temps en temps supérieurs. Certains diront différents, certains diront Laura Adler est différente, Yves Mourouzi est différent, et ils n'oseront pas dire non, ils ne sont pas supérieurs, hein. Ils n'oseront pas le dire. Bah si, ils le sont. Bah si, ils le sont. Dans la vie, à l'inférieur, comme à des mortels, des gens avec qui on s'ennuie, des gens avec qui vous ne pouvez pas raisonner. Si vous leur parlez d'Angelina Jolie, si vous leur parlez de plein d'artistes, ils vont vous dire « Mais ils ont tout, eux. Ils sont heureux. Oh, ils ont l'argent, ils ont la beauté, ils ont tout, ils sont heureux. Oh, oh. » Et j'ai envie de leur dire « Eh bien, mon Dieu, si c'est tout ce que vous avez retenu, vous êtes à côté de la plaque, totalement. Surtout avec Angelina Jolie. Le mot bonheur lui a souvent été étranger. Et quand je dis souvent, c'est quasiment tout le temps. J'éviterai d'évoquer Romy Schneider, Patrick Devers, Mike Brandt. Alors quand j'entends dire « Mais il avait tout, Mike Brandt. Il avait les filles, il avait la beauté, il avait la richesse. » Mais quoi, il avait tout? Un jour, Serge Gainsbourg a dit à Patrick Sabatier, Monsieur Patrick Sabatier, comme dirait Serge Gainsbourg, Sir Patrick Sabatier. Un jour, Serge a dit « J'ai tout, donc j'ai rien. » Bah oui, parce que c'est quoi avoir tout? Moi aussi, j'ai tout ici. J'ai l'appartement le plus high-tech qu'on puisse inventer. C'est magnifique. Je travaille depuis plus de 6 mois chez Radio France, on me paye bien pour ça. J'ai tout. J'ai tout. Et pourtant, j'ai jamais été autant troublé de ma vie. Et je sais pourquoi, moi. Moi, je sais pourquoi. Et Serge Gainsbourg savait pourquoi. Alors, vous savez, la notion de... ouais, mais de toute façon, ces gens-là,
Mike Brandt, Angelina Jolie, ils n'ont pas à se plaindre. Ils ont tout. Mais non, 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 c'est plus compliqué. On ne parle pas des pressions, on ne parle pas de l'enfance, de la maltraitance. Je pourrais en dire beaucoup sur Angelina. Moi, sur Mike Brandt, je ne l'ai pas connu. Mais j'ai eu le privilège de connaître Madame Angelina Jolie. Et je l'ai vue pleurer. Et croyez-moi que c'est une dame qui est comme moi. Elle peut pleurer aussi fort qu'elle peut rire aussi fort, comme moi. Ceci étant dit, on va revenir à Vince Taylor. Son alcoolisme, afin de pallier ses gros problèmes de drogue, puisqu'a priori, selon ce monsieur, il prenait beaucoup de drogue, et il s'était sevré avec l'alcool. Le coup du café au vin blanc, ça me fait sourire, parce que ça me rappelle Les Vieux de la Vieille. Si vous avez vu ce film, avec l'irremplaçable Pierre Freinet, parce que c'était le meilleur Pierre Freinet. Jean Gabin, oui, Jean Gabin, Noël, oui, bon, bah c'est bien. J'aime Jean Gabin, bon, j'aime Noël, alors n'en parlons pas. Mais Pierre Freinet, Marius, oh Marius, oui, ça va bien de parler de Rémus, ça va bien de parler de Jean Gabin, mais à un moment donné, il faut dire Pierre Freinet. C'était lui le plus grand. Et dans Les Vieux de la Vieille, on voit c'est Jean Gabin et Pierre Freinet. Jean Gabin dit ouais, je boirais bien un café. L'autre dit fais quoi, un café? Il fait oui, avec un vin blanc, du boudin blanc et un vin blanc. Ah, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Vive Le Vieux de la Vieille, c'est un très bon film. Très bon film de. Alors excusez-moi, le prénom, c'est pas Raymond Fallet? C'est Raymond Fallet? Non, c'est pas Raymond Fallet. C'est un autre prénom. C'est pas Raymond, mais c'est Fallet, je crois que c'est Fallet. C'est l'homme qui a écrit La Soupe aux choux. Il a écrit La Soupe aux choux dans les années 60 et il a écrit Les Vieux de la Vieille dans les années 60. Un visionnaire. Un visionnaire. Mais c'est pas Raymond Fallet. C'est un autre prénom que Raymond. Bon, bah, faut m'excuser, mais je suis très fatigué. Très fatigué, puis je bois beaucoup, et ça, je ne cesse de le dire dans toutes mes vidéos. Forcément, la mémoire n'est plus très juste. Des fois, il faut m'accorder quelques trous de mémoire. Il y a des choses où je suis précis, et des choses où je suis moins précis. Mais je sais que c'est pas Raymond, hein, le prénom de Fallet. Ça me fait chier d'ailleurs, parce que je retrouve pas. Maurice Fallet, Michel Fallet. Il n'y a pas un M? Non, c'est Michel Audiard. Non, c'est Michel Audiard. Ah, Fallet. Bon, bah c'est pas grave. Vous retrouverez le nom à ma place. Enfin, je voulais pas faire une longue vidéo. Je voulais faire une courte vidéo, émotion, rock'n'roll. Puis j'arrive jamais à faire court. Parce qu'en évoquant l'alcoolisme, Laura Adler, Pierre Freinet, Jean Gabin, Rému, Marcel Pagnol, finalement, bah, je parle encore d'autres choses. Mais c'est pas mauvais de parler. Jerry Lewis, ça a provoqué beaucoup de choses en moi. Enfin, sa disparition, parce que c'est le dernier. Après ça, je vous en ferai plus, parce que... Bah, après ça, ce sera Mick Jagger, Bob Dylan, Keith Richards, Paul McCartney, Ringo Starr, Brian Wilson. C'est sans fin. Mais ça sera pas pareil que Jerry Lewis. Parce que Jerry, il faisait partie du trio. Le trio Elvis Presley, Chuck Berry, Jerry Lewis. Little Richard, le Quatuor, pardon. Excusez-moi, j'ai dit le trio, je m'excuse de suite. Le Quatuor, il faisait partie du Quatuor. Puisque Little Richard, sous le même titre. Après, bien évidemment, tout le monde le sait, il y a Bill Haley, il y a Jim Vincent, il y a Vince Taylor, il y a bien sûr Eddie Cochran, il y a Carl Perkins, parce que Carl Perkins me bouleverse. On lui doit Blue Sweat Shoes, on lui doit tellement. Il y a les Crickets, c'est Buddy Holly, voilà, Buddy Holly, je cherchais Buddy Holly, il y en a tellement. Buddy Holly, une des grandes idoles de John Lennon. John Lennon a toujours dit, mon idole physique, c'est Elvis Presley. Mais après ça, je vais plutôt vers Carl Perkins, Buddy Holly. Mais comme il portait des lunettes, alors, je ne pouvais pas en faire des idoles. Ça, c'est John Lennon, c'est typiquement son raisonnement. Quand vous l'entendez dire ça, vous avez envie de sourire parce que vous vous dites, c'est John. Voilà, c'est sa façon de s'exprimer, que je conçois totalement. Parce que je suis un peu comme John. J'ai ce sarcasme. Vous savez, je fais dans l'ironie, le sarcasme, l'exubérance. On le fait à la Philippe Méneuf. Je suis dans l'exubérance. Mais je ne suis point méchant, moi. Et c'est vrai, John Lennon n'a jamais été méchant. Au contraire, il était reconnaissant de ses pairs. Il mérite toutes les statues de John Lennon. Toutes les statues du monde. Bientôt, c'est lui décembre.
Et comme depuis plus de 33 ans, j'irai lui rendre hommage. Depuis 1989, où j'ai eu les bandes sur cassette de la dernière interview, 6 ou 7 heures avant sa mort, j'ai eu la bande grâce à Europe 2, la fameuse radio Europe 2 qui n'existe plus, parce que Europe 1 est toujours là, mais plus Europe 2. Il y avait les archives privées et perdues de John Lennon, grâce à Frédéric Hubert, bien évidemment, et Yoko Ono, toujours Yoko Ono. Sans Yoko Ono, nous n'aurions pas accès aux archives de John Lennon. Et depuis 1989 que j'ai découvert ça, c'est-à-dire lorsque j'avais 15 ans, j'ai découvert ça en 1989, et depuis, chaque 8 décembre, je rends hommage à John en écoutant cette dernière interview qui est futuriste. Car elle explique l'avenir de la politique, il explique même l'avenir du monde et comment le monde va tourner de la même façon. Et que ça va continuer comme ça pendant des décennies, Puis qu'en vérité, comme dirait Lenny Kravitz, les gens n'apprennent rien de leur passé. Les gens n'étudient pas de leur passé, les gens ne tirent pas de leçons de leur passé. L'histoire, Lenny Kravitz avait dit, les gens ne tirent pas de leçons de l'histoire. Ils recommencent les mêmes erreurs. C'est la vérité. C'est pour ça qu'en ce qui me concerne, cette planète, c'est pas la planète qui peut disparaître, c'est la race humaine. La race humaine peut disparaître. C'est pas moi que ça va gêner. Honnêtement, j'attends que ça. Depuis 1991, j'attends que ça de voir le monde s'exploser. Parce que ce monde ne mérite plus de vivre. Ce qui serait dommage, c'est pour les animaux et pour la nature, parce qu'eux, ils n'ont rien fait. Et je bois à ça. Je bois à Vince Taylor, aux animaux et aux végétaux. Mais je bois pas à la race humaine. Tiens, ça fera plaisir à ma grande sœur, ça. Yo, c'est Stounet. Bon. Allez, une vidéo de moins de 20 minutes. C'est rare chez John Lanny. Allez, je vais continuer à regarder Vince Taylor parce que j'apprends beaucoup de choses. Des choses que je ne savais pas. Je vous schtroumpfe la love, comme à mon habitude.